Bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui nous allons accueillir un docteur. Je vais voir le docteur en fait aujourd'hui pour tout vous dire, hein. En plus je sors d'une trachéite, donc ça tombe très bien. Aujourd'hui, docteur Pierre-Jean Thomas Lamotte va nous parler donc de l'interprétation des maladies. Alors c'est vrai que docteur Thomas Lamotte, hein, pour faire plus court, a déjà écrit Et si la maladie n'était pas un hasard, sorti aux éditions donc Le Jardin des Livres en 2008. Ici, il va nous parler effectivement de son travail, finalement, c'est un livre d'études, j'ai presque envie de dire, l'interprétation des maladies, sorti déjà en 2016. On y reviendra. Alors c'est vrai qu'il existe déjà pas mal de bouquins, ou en tout cas d'ouvrages concernant la maladie psychosomatique, on va dire comme ça. Notamment Jacques Martel, vous le connaissez peut-être, a sorti donc le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Lise Bourbeau, hein, pour la citer, Écoute ton corps, etc. Donc ce sont toutes des personnes voilà, qui se sont essayées à interpréter les maladies. Mais ici, l'avantage, et on va dire que ça va faire un petit peu clouer le bec à ceux qui sont sceptiques à tout ça, c'est un docteur, un neurologue. Alors bonjour docteur, comment allez-vous? Je vais très bien, bonjour. Je suis très Écoutez, heureux d'être avec vous. merci, moi aussi également, c'est vraiment un honneur de vous avoir ici. Alors de toute façon, on reviendra avec votre livre, etc., avec tous les documents qu'on peut trouver sur Internet. Euh, alors c'est vrai que, bon, je citais justement entre autres des personnes qui ne sont pas docteurs, en tout cas à la base. Il y a eu également le docteur Amer. Alors là, naturellement, j'entends qu'ils vont crier, mais c'est pas grave. Il faut savoir quand même que ce docteur, ce monsieur, donc, avait eu un choc au niveau testiculaire suite donc au décès de son fils. On y reviendra peut-être aussi si vous voulez bien, parce qu'il y a des analogies avec tout ça, avec votre travail. Alors, dites-moi, docteur, alors vous êtes neurologue, on l'a compris. Présentez-vous un petit peu, quelles sont, disons, vos études, vos formations de base. Oui, eh bien donc j'ai fait le parcours tout à fait classique des gens qui veulent aller devenir professeur, mais je ne suis pas devenu professeur. Donc j'ai fait l'internat à Paris, les cliniques à Paris, donc à la Salpêtrière essentiellement. Et j'ai fait aussi ce qu'on appelle l'anatomopathologie, c'est-à-dire l'étude des tissus et les autopsies et regarder derrière le microscope pour voir quelle est la nature des lésions. Et puis ensuite, donc, le poste qu'on me proposait étant déjà pris par quelqu'un de compétent, mais n'ayant pas les diplômes et le niveau, je me suis retranché derrière un poste de chef de service dans un petit hôpital de province, à Lisieux, donc, pour ne le citer. Et c'est de là que j'ai commencé mon expérience, donc, de neurologue. Et puis cette expérience s'est vite interrompue dans la mesure où en 1984, j'ai vécu quelque chose de tout à fait surprenant pour un neurologue, c'est-à-dire que j'ai accompagné dans une réunion, dans un lieu de pèlerinage où j'étais médecin pour les pèlerins. J'ai accompagné une femme le soir à la prière. Elle était en petit fauteuil roulant et on lui avait dit qu'elle ne remarcherait plus jamais. Et le lendemain, j'ai vu cette femme se lever et se mettre à marcher sans canne, sans aide, sans rien. Et là, effectivement, je me suis dit, vraiment, il y a quelque chose que les médecins et la médecine ne m'a pas appris. Là, comment, dans un cadre uniquement, on va dire, spirituel, qu'est-ce qui peut se passer pour qu'une paraplégie guérisse? Et donc, j'ai donné ma démission de l'hôpital 3 mois plus tard, ouais, et je suis allé ensuite en ville pour avoir tout mon temps pour écouter les malades et donc m'intéresser non pas aux théories médicales actuelles, puisque là, il ne s'était rien passé de chimique pour cette malade, ça s'était passé dans sa tête. Donc, qu'est-ce qui peut se passer dans notre tête qui nous rend malade et comment est-ce qu'on peut aider les gens à guérir? Et donc, c'est ce parcours-là que j'ai commencé donc en 1985.
D'accord, donc ça remonte quand même, c'est ça, hein, c'est ce que vous dites dans le livre, effectivement, il y a quand même 40 années d'études, c'est quand même pas rien, des milliers de cas, vous traitez plus d'une centaine de maladies, alors je dis ça au hasard, hein, ou de maladies ou de pathologies en tout cas. Ça peut aller avec les addictions, ça peut être l'articulation, l'arthrite, la fibromyalgie, le cancer, etc. Euh, Vous allez vraiment dans tous les sens et dans votre livre, de toute façon, on découvre petit à petit eh bien, que cela va de la tête aux pieds ou des pieds à la tête. En tout cas, tous les organes, il n'y a pas un seul organe disons, qui est exclu de votre étude. Ça passe par la peau, par les organes mous, hein, donc tout ce qui est intestin, etc. Ça passe par les cheveux, les dents, les os. Et donc justement, alors c'est un exemple assez facile que je vais vous poser là, on en a déjà parlé effectivement dans une vidéo sur internet. Donc c'est, alors pour la citer, Émilie, donc qui a 8 ans, qui souffre effectivement d'un déchaussement des dents, en tout cas, ses dents ne sont pas alignées, etc. Euh, le dentiste, naturellement, lui va, disons, lui prescrire, entre guillemets, eh bien, pourquoi pas, l'ajout d'un appareil dentaire euh, pour redresser les dents, etc. Et bon, alors c'est vrai que je dis souvent, les médecins actuels, malheureusement, c'est un petit peu comme les garagistes, ils réparent des pièces, c'est très bien. Alors je suis pas contre la médecine radicalement, parce que il faut quand même appeler un chat un chat. Il faut quand même se dire que voilà, la médecine d'urgence est très importante. Donc quand je dis la médecine d'urgence, c'est la chirurgie, les problèmes cardiovasculaires, effectivement, quelqu'un qui a voilà, un arrêt cardiaque qui peut être emmené à l'hôpital. Tout ça, ça n'existait pas avant, donc ça, c'est formidable, il faut le dire aussi. Mais ici, voilà, c'est toujours de la réparation un petit peu, un petit peu brutale parfois, et donc vous allez plus loin, vous vous dites que, en fait, enfin, vous avez étudié le cas de Émilie, et donc en fait, il ne s'agit pas simplement d'un déchaussement des dents, lié à tel ou tel problème biologique, mais bien à un problème somatique, psychosomatique. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler de ce cas très intéressant pour ma part? Donc, effectivement, c'est un cas très intéressant parce que Oui, le résultat est complètement inattendu au départ, hein. Elle venait pour se faire des soins orthodontiques classiques. On a l'habitude donc d'attacher les dents et de les forcer à se remettre en place, on va dire. Et là, non, ben non, il s'est produit que c'est la maman qui a vidé son sac, qui s'est dit mais qu'est-ce que j'ai comme misère avec cette fille-là qui est agressive, qui n'est pas serviable, que je ne peux pas absolument comprendre, et elle se culpabilisait quelque part d'être une mauvaise mère. Et donc, elle a fait la confidence sur le supplice qu'elle vivait avec cet enfant-là. Et l'enfant était présent, mais n'est pas intervenu. Voilà. Et alors, ce qui a été effectivement tout à fait étonnant, c'est que 4 semaines plus tard, au réveil, quand la maman discute avec sa fille, eh bien, sa fille va avoir un comportement tout à fait différent. Elle est devenue aimable, prévenante avec sa maman. Et la maman lui dit, mais ouvre la bouche. Et effectivement, elle regarde la bouche et les dents se sont alignées pendant la nuit. C'est-à-dire que sans intervention d'un appareil, sans aucune intervention extérieure, le symptôme s'est lui-même résorbé, on va dire, à la suite de cette confession qu'elle a faite 4 semaines auparavant. Alors pourquoi 4 semaines? Ben, c'est sans doute parce qu'il a fallu le temps que les alvéoles osseuses deviennent beaucoup plus souples pour que les dents reprennent leur place. Et donc, il a fallu que le temps que cette guérison de la position dentaire se fasse. Mais on a entendu, il y a eu une confidence, donc c'est cette confidence qui pour moi est l'essentiel pour une guérison, sur quelque chose qu'on n'avait jamais dit à personne, et le symptôme de la confession, enfin, on parle d'enfant symptôme en médecine, et bien là c'est tout à fait le cas, c'est-à-dire que quelque part la malposition des dents de la petite fille correspond au souci de la maman et ce qu'elle n'a jamais dit, donc la culpabilité d'être une mauvaise maman, on va dire.
Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs justement un petit peu le mot d'ordre de votre livre ici. C'est vraiment les non-dits, hein. On est d'accord qu'avec ça, ben, on connaît très bien le, le jeu de mots avec le mot maladie, hein, le mal a dit. En fait, là, ce sont des non-dits, pour le coup, qui sont bah, finalement un petit peu tous les jours pratiqué, on va dire, hein, par les adultes, les enfants. Alors, les enfants, on y reviendra, c'est très important parce que les enfants, naturellement, sont sans doute les plus touchés, je suppose, puisque, alors, quand je dis les plus touchés, non, nous avons tous des maladies à tout âge, c'est pas ça que je veux interpréter, mais les enfants, effectivement, ont parfois du mal, étant brimés par leurs parents ou l'éducation, euh, donc ont souvent des comportements eh bien, qui révèle sûrement plusieurs pathologies. Mais ça, vous allez peut-être nous en parler tout de suite. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est une petite phrase que vous avez insérée dans votre livre, c'est une maladie, ça s'écoute, une maladie, ça s'interprète. Alors, effectivement, malheureusement, les médecins généralistes n'ont plus forcément le temps d'écouter leurs patients. C'est quoi? C'est un quart d'heure pour, j'arrondis, 30 euros maintenant, actuellement. Voilà, comment est-ce qu'on peut arriver justement à écouter quelqu'un de fond en comble. Alors vous allez me dire, il faut aller chez le psychiatre, etc. Mais là, ça dure des années et c'est un peu plus que 30 euros. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver, docteur, à pouvoir comme ça écouter? Alors là, vous avez pris le temps, justement, vous avez eu la chance de pouvoir prendre le temps d'écouter les patients. Mais comment c'est possible, effectivement, de manière rentable et de manière humaine? Voilà. Alors, c'est pas très rentable, ma femme vous Non, dirait. voilà. Effectivement, si vous écoutez quelqu'un 2 heures, c'est pas du tout la même médecine. Mais moi, j'avais pas besoin de rouler dans Mercedes, hein, une deux chevaux, ça me suffisait. Et donc, effectivement, il a fallu que j'écoute les gens. Et le principe de la méthode d'étude que j'ai utilisée, c'est ce qu'on appelle l'étude au cas par cas, c'est-à-dire que je vais avoir un cas d'angine avec prédominance de la douleur à droite, par exemple. Je vais écouter ce qui s'est passé avant chez cette personne sur le plan psychoaffectif. Je vais écouter une deuxième personne qui a une angine à droite, etc. Et je vais m'apercevoir que l'angine, la localisation aux amygdales, a une valeur symbolique et je vais trouver un dénominateur commun à chaque manifestation. Et donc, j'ai découvert comme ça tout un tas de zones dans le corps qui avaient une valeur symbolique. Par exemple, le côté de la cuisse, pour moi, c'est la zone du chien. Et pourquoi c'est la zone du chien? C'est là que le chien vient poser sa tête pour chercher une caresse quand l'être humain est assis à une chaise. Hein, il vient se faire se caresser. Et donc, si j'ai un problème avec un chien, eh bien, je vais avoir, c'est un engourdissement ou une douleur du côté de la cuisse, hein, dans le territoire d'un nerf qu'on appelle le nerf fémoro-cutané. Et pour l'instant, depuis 1985, je n'ai entendu que des histoires de chiens. Alors mes collègues neurologues vous diraient que c'est le nerf qui est comprimé à tel endroit, que c'est la maladie des nerfs, le diabète, etc. Non, quand on a le courage de chercher une histoire de chien, eh bien on va la trouver. Il y a un paysan un jour qui est revenu me voir, je me souviens plus pourquoi il était venu me voir, il m'a dit ah ben la dernière fois je suis venu vous voir, donc il avait quelque chose à l'une de ses cuisses. Vous m'avez parlé de mon chien et j'ai guéri. Voilà, donc c'était un compliment. Hein. Mais un monsieur qui vient me voir et qui est très sceptique et qui dit docteur, mais où est-ce que je suis tombé? Enfin, je suis pas venu ici, je suis venu voir un neurologue, je suis pas venu pour parler de mon chien. Et puis on continue quand même à parler et puis au bout de 10 minutes, 15 minutes, eh bien on va avoir l'histoire, c'est-à-dire que ma maman voulait garer son 4x4 sur le trottoir en marche arrière, donc elle a reculé, elle est montée sur le trottoir. Non, elle est passée sur le corps de mon vieux chien. Voilà. Et là, on a l'histoire, donc. Alors, comme pour toute maladie, effectivement, cette histoire est celle qui déclenche le symptôme, hein, mais il faut auparavant qu'il y ait eu une sensibilisation. Hein. Donc, au moment où je suis sensibilisé, la première histoire, je vais mettre ça dans mon inconscient pour essayer de me défendre. Et lorsqu'il y a un autre événement qui va ressortir ce vieux souvenir, comme le fait de le mettre dans l'inconscient n'a pas suffi, eh bien à ce moment-là, je vais essayer de façon symbolique de me créer un alibi. Hein.
Mais bien sûr, devenir aveugle quand on a vu quelque chose d'horrible, c'est pas un alibi très sérieux. Et puis en plus, il est purement symbolique. Euh, oui, je peux prendre un exemple assez violent, hein, assez violent. Donc, vous avez un petit garçon qui, bah, il est turbulent comme tous les petits enfants, et à l'âge de 5 ans et demi, il casse un objet précieux à son père. Je me souviens plus lequel, c'est pas important. Et donc, son père se met en colère parce que c'est vraiment sa collection, etc. Vous imaginez. Et donc, il lui dit, tu fais toujours des bêtises, c'est insupportable. Et même à ta naissance, tu as failli tuer ta mère. Hein. Donc, effectivement, c'est quelque chose d'horrible. L'enfant ne peut pas répliquer à 5 ans et demi. Hein. Et donc, il va garder cette culpabilité de cette chose-là, ruminée dans sa tête. Et comme ce père est violent, il ne se calme pas et ne reparle jamais de cette histoire-là. Hein, la femme, effectivement, avait fait des hémorragies. Mais c'est pas le petit garçon naissant qui en était la cause. 5 ans et demi, 0,5 ans et demi, donc j'ai le choc important. Et pour qu'il y ait une compensation symbolique, c'est mon leitmotiv, on va dire. Pour comprendre une maladie, il faut comprendre que c'est une compensation symbolique. Eh bien, il va y avoir une compensation 5 ans et demi plus tard. Donc, à l'âge de 11 ans, eh bien, cet enfant, on va le retrouver noyé dans la mer, c'est-à-dire qu'il est retourné dans la poche des os. Il y meurt et donc il ne va pas sortir de la poche des os et risquer de faire mourir sa maman en naissant. Voilà ce que c'est une maladie ou n'importe quel incident. Enfin, quand on arrive à la dimension symbolique, on voit les conséquences effectivement énormes qu'il peut y avoir dans ce mécanisme. Et c'est pour ça qu'on a des maladies qui sont mortelles comme les cancers, spontanément, hein, mais parce qu'il y a un sens symbolique derrière qui est très fort. Et si on n'a pas cette connaissance que c'est un symbole, eh bien, on ne fera pas l'interprétation et ne fera pas le lien entre pour l'histoire que je raconte, la parole du père, et puis la noyade dans la mer 5 ans et demi plus tard. Mais il y a toujours ces règles du temps qu'il faut connaître. Hein. Par exemple, une autre règle du temps qui est importante, c'est lorsque nous vivons un imprévu. Un imprévu, lorsqu'on a été conditionné, qu'il se passe un imprévu qui va déclencher le symptôme, eh bien, pour que l'imprévu soit vraiment compensé, il faut que la date d'apparition des symptômes soit prévue. Hein. Et comme la date c'est marquée par la position de la Terre par rapport au Soleil, eh bien, ce sera donc quand la Terre est en position opposée. Et donc, un imprévu va commencer à donner ses symptômes au bout de 6 mois, hein, 6 mois jour pour jour. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui font, je dirais les 2 tiers des patients qui consultent un médecin, c'est une histoire d'imprévu. Et donc, le délai n'étant pas connu, on ne va pas rapporter ce qui s'est passé 6 mois avant à la pathologie qui apparaît, bon, qui débute à ce moment-là. Si c'est un cancer, par exemple, ça, il va falloir des mois. Mais si c'est une perte de connaissance, une crise d'épilepsie, ce sera 6 mois jour pour jour, effectivement. Donc, ce sont des règles comme ça, des lois. J'ai pas créé l'homme et j'ai pas inventé ces maladies, mais en observant de façon minutieuse, on s'aperçoit effectivement. Alors, cette histoire-là, je l'ai pas appris toute seule. J'ai simplement lu l'histoire d'une âme, c'est ce qui a été le livre qui a été écrit par Sainte Thérèse de Lisieux. Et 2 fois de suite dans son histoire, elle nous raconte, on nous raconte des maladies qu'elle fait 6 mois après un événement. Donc ces 6 mois, je les ai appris avec elle et j'ai pu vérifier qu'on le retrouvait chez tout le monde. Donc les gens qui font un burn-out, une fibromyalgie, enfin des pathologies dont on ne sait pas très bien la raison, eh bien, il faut chercher l'imprévu 6 mois avant. Et bien souvent, effectivement, si je retrouve un homme chez moi avec ma femme, ça n'a rien à voir avec le burn-out du travail, hein, qu'on accuse souvent et maintenant avec ce terme de burn-out. C'est effectivement, ce sont des gens hyperactifs, donc on dit que c'est la surcharge de travail. Non, 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 il y a eu un imprévu particulier qu'il va falloir faire raconter pour que la personne guérisse rapidement. D'accord. Ok. Donc c'est vraiment
alors comme vous dites, c'est presque une horloge, oui, horlogerie suisse. On vit presque dans, bah, comme je le dis souvent dans une matrice, dans d'autres émissions, c'est vraiment ça, c'est vraiment euh, tout est presque calculé. Alors moi, ce qui m'a un petit peu effrayé dans le livre, alors quand j'ai effrayé, c'est un grand mot, euh, c'est le fait que finalement la maladie se déclare, et comme vous venez de le dire, hein, non pas durant le stress, durant la période la plus néfaste, disons, de sa vie, mais après, quand tout ça est passé. Alors j'aurais presque envie de dire, j'ai presque envie de m'éloigner, de partir 7 ans au Tibet ou 77 ans au Tibet, et pour ne plus penser, puis pour ne plus, ne plus être malade. Alors peut-être que la maladie me rattrapera même au Tibet, mais bref. Moi, je dis ça autrement, mais je dis que je maintiens mon épouse en stress pour qu'elle reste en bonne santé. Ah bon, d'accord, sympa. Mais c'est vrai que c'est ce qui est le plus scandaleux, c'est qu'il y a un certain nombre de cancers, les cancers de relations, donc je suis en relation avec mon cerveau, je suis en relation par la parole avec mes bronches, avec mon larynx, je suis en relation avec le col de mon utérus pour la sexualité ou les voies urinaires. Enfin, ces cancers-là apparaissent au moment où la situation s'améliore, où j'ai une réussite. Je vous donne l'exemple, par exemple, d'un cancer du cerveau qu'on appelle un glioblastome. Eh bien, c'est au moment donc où ça va mieux que voilà. Donc c'est un petit garçon qui a l'oreille absolue et qui a appris la musique, qui joue de la musique très bien, de plusieurs instruments. Mais au moment de se décider pour choisir une voie professionnelle, les parents sont absolument contre le fait qu'il fasse de la musique. Tu ne pourras pas vivre avec la musique et donc il faut faire un autre métier. Et donc, il obéit et il va faire des études et devenir donc architecte. Il va mener sa carrière tout en conservant de la pratique des instruments de musique pour son plaisir, hein, puisque c'est vraiment ça, sa vocation. Et arrivé à la retraite, donc, eh bien, il va avoir l'opportunité de mettre en œuvre un opéra, donc devenir chef d'orchestre pour un opéra, donc non pas en France, mais où il habitait, mais en Espagne. Et cet opéra est un succès. Hein. Donc enfin, je me suis réalisé et je montre à mes parents que j'avais le niveau pour peut-être pour vivre. Mais malheureusement, effectivement, comme ce qu'il a ressenti tout petit par rapport à ses parents n'a pas été exprimé, eh bien, quelques mois plus tard, il va déclencher son glioblastome et il va en mourir. Et il obéirait quelque part à ses parents, tu ne pourras pas vivre avec la musique. Oui, bah donc c'est le cas de le dire, oui, d'accord. Donc, encore une fois, le poids des mots est très important aussi. Absolument, c'est une histoire de mots qu'on n'a pas évacués puisque on a peur d'être ridicule ou alors on va pas raconter tous nos fasques de sexualité et donc tout ce qui est dévalorisation, tout ce qui nous dévalorise, on va pas le raconter aux autres. Et c'est ce qui fait le lit donc de la maladie et d'autres manifestations, puisque maintenant effectivement j'ai étendu mon champ d'action puisque les accidents sont aussi des compensations symboliques absurdes, mais le cambriolage dont vous êtes victime ou n'importe quoi, c'est-à-dire qu'en fait, quand on connaît cette clé de la compensation symbolique inconsciente, on s'aperçoit que il n'y a plus de hasard, que c'est nous qui mettons en place dans notre vie parce que nous ne sommes pas honnêtes au moment où nous vivons quelque chose et une dévalorisation ou tout au moins un manque, une frustration, eh bien, puisque nous ne l'exprimons pas, c'est là que ça va se transformer donc en symptôme lorsqu'il y aura le réveil de cette situation-là. Ouais, donc c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il est très important ce que vous venez de dire. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle beaucoup, ça résonne énormément. C'est qu'il faut, je pense, essayer en tout cas d'être eh bien, spirituellement le plus honnête possible, comme vous venez de dire. Et je pense que ne pas se mentir est déjà, quelque part, prendre déjà un médicament en soi, enfin un médicament spirituel, hein, on s'entend. Alors justement, quand on sait toutes... Alors, je dis pas qu'on peut pas tous... Alors, c'est pas possible de tout savoir comme ça. Justement, donc vous êtes là quand même pour nous en parler, c'est très important. Je pense d'ailleurs que vous n'êtes pas nombreux
dans le métier à pouvoir en parler parce que je pense que c'est pas très bien vu, hein. Je pense que ça, encore une fois, ça déplaît au niveau, disons, financier, on va dire. Et puis, mais quand on connaît toutes ces, on va dire, ces clés de compréhension finalement, parce qu'on le verra tout de suite, il y a des cas de guérison, et il y en a plusieurs aussi, hein, on ne va pas parler que de la maladie, il y a aussi de la guérison, c'est aussi pour ça que vous continuez aussi vos recherches, parce que sinon sans ça ce serait pas très intéressant, juste les maladies. Euh, Quand on comprend toutes ces clés, est-ce qu'on peut justement déjà pallier à ce qui pourrait venir, sans venir justement, au bout de ces 6 mois, admettons, ou en tout cas dans le temps? Est-ce qu'on pourrait déjà, si on comprend par soi-même, même déjà, pouvoir s'analyser, ça c'est déjà quelque chose d'énorme, mais il y a moyen, je sais qu'il y a moyen de le faire, parce que voilà, il faut simplement un petit peu sortir de soi pour s'observer et puis comprendre un peu comment on travaille, pas répéter les mêmes erreurs, parce que c'est ça aussi le problème de l'humain en général, qui selon le cycle de la vie reproduit beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut pallier justement à tout ça, à ce qui est pas cette maladie qui se déclare finalement, puisque Oui. c'est un système de compréhension quelque part. De compréhension, non, d'aveu, de simplicité. Ah oui. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque D'accord. nous vivons donc en lien, et notamment de génération en génération. Donc, effectivement, ça peut être à la génération suivante que le symptôme apparaît. Je prends les malformations congénitales. Les médecins vous diront que c'est un virus, que c'est un produit toxique, que c'est etc. Qui déclenche. C'est vrai qu'on peut se servir d'un microbe, par exemple le virus de la rubéole, pour avoir des malformations. Euh, mais ces malformations ne viennent pas par hasard chez certains enfants. Hein. Et si elles ont si le virus de la rubéole intervient, c'est qu'il a un rôle symbolique. Hein. Donc les microbes, en fait, qui sont nos ennemis ou nos amis, je ne sais pas, c'est nous qui les faisons venir dans notre corps et qui les développons pour donner une tonalité symbolique à notre histoire. Hein. Je prends l'exemple, par exemple, d'un staphylocoque. Un staphylocoque, qu'est-ce que c'est? C'est un microbe qui a l'aspect d'une mûre, le nom staphylocoque. Hein. Et donc, ce sont des petits grains serrés les uns contre les autres. Et donc, les gens qui vont faire une infection à staphylocoque, c'est au moment où ils n'ont pas vécu en lien étroit avec les membres de la famille, qu'ils ont été séparés, que on va faire une infection à staphylocoque pour tourner la page. Par exemple, un monsieur qui vient se faire opérer et se faire poser un pacemaker avait convenu de se rencontrer avec son épouse quand il remonterait, elle l'attendrait dans sa chambre, et puis il arrive dans sa chambre, il n'y a personne, et il se fait des soucis, il se fait des idées, enfin, il a tout un tas de ruminations pendant 1 heure, parce que sa femme a raté son bus ou son train, et n'est pas venu comme convenu, et pour lui, c'est une déception sévère. Et effectivement, s'il n'en parle pas, il a gardé ses ruminations pour lui, eh bien, le lendemain, il va commencer une infection à staphylocoque au niveau où il a été opéré pour son pacemaker. Et donc là, on va dire que ce sont des mains sales qui ont contaminé, alors qu'en fait, c'est lui qui crée un milieu spécifique pour que pousse le staphylocoque, puisqu'il veut raconter quelque chose. Et les médecins disent que on en a tous du staphylocoque sur la peau. Pourquoi on ne fait pas d'infection? Ils disent qu'on est des porteurs sains. Hein, parce que c'est-à-dire qu'il y en a un qui serait faible et qui pourrait pas se défendre, et l'autre serait plus fort et se défendrait mieux. Non, c'est pas ça du tout. C'est que j'ai pas besoin de raconter une souffrance, et donc je fais pas d'infection. C'est là le vrai problème. Mais je conçois que ça soit complètement aberrant avec notre mentalité des histoires d'asepsie. Donc, les microbes ont un rôle symbolique, hein, et leurs noms choisis par les chercheurs sont d'ailleurs très évocateurs. Hein. Donc, le choléra, par exemple, la colère, hein, pour les microbes qui sont en lien avec l'ulcère de l'estomac, on parle d'hélicobacter pylori, c'est-à-dire le tire-bouchon du pylore, quelque part, l'hélicobacter, une hélice. Et donc, le tire-bouchon du pylore, c'est pour enlever et décoincer un gros morceau
des pylores. Et effectivement, la pathologie de l'ulcère, c'est pour faire la place à un gros morceau, mais qui est effectivement un gros morceau sur le plan psychique. Hein. Et donc, c'est quelque chose. Donc, c'est rien que le nom du microbe donne des orientations. Si vous avez une infection à streptocoque, par exemple la scarlatine, eh bien le streptocoque, c'est un microbe qui est plié. Donc les gens qui vont faire une scarlatine, ce sont des gens qui ont été obligés de se séparer d'un membre de la famille ou de plusieurs membres pendant un certain temps et qui vont faire leur scarlatine quand le retour est prévu. Hein. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir, effectivement. C'est complètement fou, c'est aberrant aux yeux des cartésiens et avec notre montre qui lutte contre les microbes à coups d'antibiotiques. Mais je peux vous dire que si je prends le temps de raconter une histoire, que c'est plus facile de guérir une infection avec l'aveu qu'avec les antibiotiques. Hein. Donc je raconte l'histoire d'une femme qui téléphone à sa sœur le dimanche en lui disant qu'elle a des misères puisqu'elle a une infection d'une glande de Bartholin, c'est au niveau de la vulve du côté droit. Donc elle a comme un petit œuf de pigeon extrêmement douloureux qui l'empêche de marcher. Et elle demande à sa sœur, parce que sa sœur est toujours au courant pour trouver des solutions quand on est malade. Et il se trouve que je suis là. Et dit, ben, il n'y a pas de problème, tu te bourres de médicaments pour ne pas avoir de douleur, tu prends le train, on va aller te chercher à la gare, et puis tu vas parler avec le docteur Thomas Lamotte. Et effectivement, donc cette femme, glande qui sert à la sexualité, je vais les chercher 6 mois plus tôt, qu'est-ce qui s'est passé dans ce domaine, et qui l'a vraiment contrarié. Elle me raconte que son amant est venu passer une dizaine de jours avec elle, et c'était merveilleux, et il a même promis, quand il est parti, qu'il se séparait de sa femme. Et 10 jours plus tard, ou une semaine plus tard, cet amant téléphone, il est à l'aéroport et lui dit « Je pars aux Antilles avec mon épouse ». Voilà. Donc l'aveu est fait, c'est raconté. Et cette femme-là, donc, elle avait rendez-vous avec le chirurgien qui devait l'opérer le mardi suivant, donc 2 jours, hein. Et quand elle arrive chez le chirurgien, il n'y a strictement aucune lésion, tout a disparu. Alors que avec un traitement antibiotique, de la cortisone, il aurait fallu certainement plusieurs semaines pour faire disparaître et peut-être pas totalement ces lésions. C'est véritablement incroyable, mais moi, c'est ce que j'observe. Et on a beau me dire que je suis dans la folie, j'aime bien cette folie puisqu'elle guérit les gens, même de pathologies graves, quand il y a des cancers, par exemple. Hein. Voilà, bien sûr. Et d'ailleurs, alors, vous avez aussi cité, notamment, là, on va un petit peu faire du voici ou du je ne sais pas tout quoi, ou du voilà, pour ceux qui connaissent. Vous avez parlé de staphylocoque doré. Justement, c'est Guillaume Depardieu, c'est ça? C'est le fils de Gérard, hein, justement, qui a vécu ça, on le sait, tragiquement, et puis coupé la jambe, etc. Et puis il est, je crois, décédé à nouveau d'un staphylocoque doré. Et encore récemment, on sait très bien que Gérard et son fils n'avaient pas des très bons rapports. Donc voilà, c'était simplement pour faire une illustration par rapport à ça, par rapport à quelqu'un de connu. Et donc ça s'avère être apparemment vérifié et vérifiable. Mais donc aussi vous allez, alors dans le livre on comprend un petit peu que vous allez un petit peu en guerre entre guillemets, j'aime pas trop le mot, mais vers justement ces maladies chroniques, parce que euh, visiblement dans l'esprit de tout le monde, eh bien une maladie chronique, ben voilà, ce sont des choses qui arrivent, c'est pas grave, voilà, ce sont des finalement les malades, les personnes qui en souffrent en tout cas. euh, le vivent tellement de manière voilà, tellement habituée que pour finir voilà, ils se disent bah écoutez c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut y faire, ça c'est vraiment toujours la question, qu'est-ce qu'on peut y faire. Justement il y a beaucoup de choses à faire. Euh, Malheureusement il faut sortir un peu encore une fois de cette idée que rien n'est il y a des choses qui ne se guérissent pas, ce n'est pas vrai. Moi je pense que tout le monde tout se guérit, pourvu qu'on le veuille. Et finalement, c'est ça aussi que vous dites, hein, c'est que le cerveau peut être l'exécuteur et le sauveur à la fois. Mhm. Absolument. Donc, c'est un mécanisme
À partir du moment où, au lieu, on ressort de l'inconscient cette culpabilité qu'on n'a jamais avouée, c'est ce qui va permettre de guérir. Je suis allé faire un petit tour dans un salon du bien-être où j'ai été invité là il y a une semaine ou 10 jours. Je savais pas pourquoi j'allais là, mais maintenant je le sais au moins. J'avais une forte raison. C'est que j'y ai rencontré une femme qui était venue me voir en consultation en 2008. Et donc, on est en 2017. Et elle était venue me voir en piétinant pour marcher, complètement courbée en deux. Elle avait une maladie de Parkinson. Et donc, en 2017, cette femme qui m'avait cru et donc qui a pensé que la maladie de Parkinson pouvait reculer, eh bien, effectivement, elle se présente à vous normalement. Si elle ne vous dit pas qu'elle prend encore des médicaments, vous ne savez pas qu'elle a une maladie de Parkinson. Et donc, elle a étonné ses neurologues à la Salpêtrière un petit peu avec cette évolution. Et donc, elle a dit ce qu'elle avait fait et que ça avait commencé avec une consultation avec le docteur Thomas Hutt qui lui a dit, mais si, ça peut régresser. Hein. Et donc, la jeune neurologue qui s'occupe d'elle maintenant a pris le livre, l'interprétation des maladies, et simplement par un petit travail dans sa tête, elle a pu en quelques semaines ou mois se guérir d'un hallux valgus, c'est-à-dire le gros orteil qui est tordu. Hein. Elle s'est aperçue que, en ayant revu les mauvaises relations avec sa maman, sa déformation du pied avait disparu complètement. Alors, c'est quelqu'un qui fréquente la Salpêtrière. J'espère que ça aura un petit peu des effets parce que c'est pas un milieu de gens bienveillants vis-à-vis de mes constatations. Évidemment, ce sont les scientifiques qui connaissent le fonctionnement du cerveau et moi, je ne suis rien. Ne dites pas ça, vous êtes déjà en train de créer que vous n'êtes rien, donc, alors que vous savez que vous êtes déjà quelque chose. En tout cas, un élément eh bien, perturbateur peut-être dans ce milieu, mais en tout cas un élément qui, pour ma part, perturbe bien des choses qu'il est temps de perturber, parce que nous sommes dans de toute façon une période très troublée, c'est ce que je dis à chaque fois dans les vidéos. Et c'est vrai qu'il est temps d'un petit peu de sortir de tout ça, parce que c'est pas en acceptant qu'on va évoluer. Alors, il y a quelque chose qui me tient à cœur. C'est vrai qu'il y a un exemple, bon voilà, que j'avais lu dans votre bouquin. C'est notamment donc cette dame qui souffre de. En fait, vous arrivez dans un magasin. Dites-moi si je déforme les propos. Vous arrivez dans un magasin et vous lui dites que. Alors, bon. En fait, pour résumer, elle vous avoue qu'elle a mal à son coude. Ouais, Et vous lui dites que et voilà, et vous lui dites que qu'elle souffre d'une non-acceptation de quelque chose qu'elle a été contrariée. Alors on pourrait vous penser d'abord médium finalement, hein, quand vous arrivez comme ça chez les gens, vous dites mais en fait c'est vrai que vous avez surpris énormément de personnes, de patients. Pour lesquels, voilà, je me rappelle aussi de l'histoire avec le chien, la personne qui commence à pleurer par rapport à ça. Ce sont toutes des émotions qui sont tellement enfouis là dans notre corps, dans notre esprit, dans ce cerveau qui parfois nous fait défaut quelque part aussi. Et donc là, vous arrivez et vous lui dites qu'elle est contrariée. Mais seulement elle a pris conscience à ça, et après il y a eu cette, en tout cas, guérison, entre guillemets, de son coude. Est-ce que vous pouvez juste un petit peu résumer la oui, parce que situation? j'étais une dame, donc j'allais faire mes courses. Hein, Oh, et oui, donc elle voilà. souffrait terriblement depuis des mois, donc voilà. Et donc c'était le coup de droit. Donc le coup de droit, c'est l'articulation qui signifie qu'on m'a obligé à accepter quelque chose, à faire quelque chose. Hein. Et elle me croyait pas du tout, mais le soir, elle s'est assise dans son fauteuil et puis elle a cherché un petit peu comme ça. Et effectivement, c'est devenu évident. Donc la personne avec laquelle elle était en difficulté et effectivement le cerveau ayant relu et l'événement et la culpabilité de ce qu'elle a ressenti, eh bien la douleur a disparu immédiatement. Et donc la fois suivante, quand je suis allé dans le magasin, elle a remis le bras dans tous les sens en disant docteur, j'ai plus rien, j'ai plus rien. Hein, voilà. Et donc c'est effectivement magique. Non, 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 c'est quelque chose de très précis. Si c'est parce que je n'ai pas été franc, je n'étais pas dans la vérité, et à partir du moment où je reconnais effectivement, je recontacte
cette culpabilité, c'est là que je vais pouvoir guérir, puisque ce n'est plus le cerveau inconscient qui mène la danse, on va dire, c'est mon cerveau conscient qui a repris les rênes, et là, donc, le symptôme disparaît. Voilà, c'est en tout cas magique dans le bon sens du terme. En tout cas, il ne faut pas oublier que tout ce que vous décrivez aussi dans votre bouquin, ce ne sont pas juste des exemples comme ça, ce que vous êtes en train de dire, c'est pas juste voilà, des personnes que vous rencontrez comme ça. Alors le hasard, j'y crois de toute façon déjà plus. Ça n'existe pas pour ma part. Mais vous avez étudié ça de nombreuses fois et on est bien d'accord, le coude, le cas du nerf du chien, par exemple, ce sont des choses qui se réitèrent à chaque fois. Et chaque fois que vous rencontrez quelqu'un eh bien, qui a telle ou telle pathologie, c'est souvent lié aux mêmes descriptions que vous en faites dans le bouquin. Voilà. C'est très important, ça. C'est C'est pas grave, on vrai pourra sans être couper. vrai, dans C'est la pas grave. mesure où, en fait, notre cerveau ne Attendez, fait ce pas qu'on va la faire, c'est qu'on va attendre que distinction entre la l'appel se réalité et termine, puis le et alors vous symbolique. reprendrez avec Anne. C'est C'est-à-dire pas grave. que si vous avez pris un coup de poing dans la figure, Voilà. eh bien, vous allez avoir la bouche Oh, sèche ça quand va. On vous va allez attendre, manger des c'est pas marrons grave. ou des C'est pas grave. châtaignes. Hein. Euh, donc, c'est quelque C'est à chose l'aise. d'amusant. Et puis d'autres choses, et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire prétendre faire un dictionnaire comme M. Martel le dit, c'est Ah ben, qu'une situation et son contraire vont Non, pouvoir pas donner de la même problème, c'est chacun pathologie. son tour. C'est-à-dire que si vous avez une douleur de Chacun l'épaule son droite tour. parce Si vous qu'on voulez prendre un verre d'eau, c'est vous le moment. a forcé à D'accord. aller dans telle direction pour faire, Attendez, à faire quelque on va chose, on vous a reprendre avec poussé à faire quelque le chose prénom qui ne Anne. vous plaît Voilà, pas, carrément. hein. Ça peut être une Oui. explication de cette douleur de l'épaule droite, mais ça peut être aussi parce que la personne est allée faire quelque chose de son côté sans vous en parler, alors que vous auriez aimé participer. Donc la situation peut être dans un sens ou dans l'autre, et donc on ne peut pas faire de dictionnaire. Pour le prénom Anne, donc j'avais dimanche dernier un petit groupe auquel je disais que le prénom Anne est associé à la stérilité, donc avec soit une stérilité totale, une femme qui n'a pas d'enfant, soit une stérilité temporaire. Et effectivement, il y a quelqu'un qui m'a aussitôt interrompu et qui m'a raconté les histoires des 3 enfants dans sa famille. Donc, la maman s'appelle Anne, mais c'était 3 grossesses à très gros problème en sens inverse, si vous voulez. C'était la difficulté d'avoir un enfant. Hein. Bon, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de dictionnaire, je le répète, puisqu'on va induire les gens en erreur. Il faut avoir vraiment une souplesse d'esprit, non pas pour interpréter la maladie, mais pour émettre des hypothèses qui doivent être confirmées par la personne, effectivement. Donc, je me souviens, pour une histoire d'épaule, avoir eu des misères avec mon éditeur, qui m'accusait de ne pas prendre tel ou tel logiciel comme il me l'avait indiqué, alors qu'il m'avait rien indiqué du tout. Et je me suis traîné pendant des mois avec une douleur de l'épaule droite. Je pensais que c'était pour la vie, enfin. C'était fini, jusqu'au jour où j'ai revu cette scène assez violente. Et donc, j'ai guéri. Et à ce moment-là, j'ai dit à ma belle-mère qui avait aussi une douleur à l'épaule droite, je lui ai dit, peut-être que effectivement la douleur de l'épaule droite, là, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose. Donc, quelqu'un, c'est Jocelyne, mon épouse, donc sa fille, et elle n'a pas prévenu. Et effectivement, elle a revu dans la nuit ou dans la soirée le moment où elle va sonner chez sa fille, il n'y a pas de réponse. Elle retourne le soir, il n'y a pas de réponse. Hein, et donc, elle ne savait pas que sa fille devait partir. Et sa douleur avait disparu le lendemain, puisqu'elle avait recontacté cette situation où elle n'avait pas été respectée, on va dire, par sa fille quelque part, dans son esprit tout au moins. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ça s'apprend à interpréter une maladie. On ne peut pas faire ça comme ça du jour au lendemain. Et il faut avoir une souplesse, donc, pour laisser la parole s'exprimer. Et c'est pas moi qui dois dire à une personne, vous avez telle pathologie parce que vous avez tel problème. Hein, moi, quand je lis Jacques Martel, j'ai toutes les maladies. Ça me convient, tout ce qu'il raconte. Donc, voilà. Et alors qu'il y a vraiment une précision dans le symptôme qui est assez hallucinante, hein, dans la transposition symbolique. Et c'est pour ça que ça n'est pas un succès d'année de médecine, ce que je fais. Il faut absolument une démarche diagnostique de médecine traditionnelle
parfaite, hein, parce que je ne peux pas savoir qu'est-ce qui a donné un cancer du sein. Ça n'existe pas pour moi un cancer du sein. Il y a plusieurs types de cancer du sein, hein. Le plus souvent, c'est ce qu'on appelle le cancer canalaire. Mais ensuite, il faut que je sache dans quel cadran il est, s'il y a des métastases, s'il y a des ganglions, etc. Et si on me dit simplement j'ai un cancer du sein, je ne peux rien dire à la personne et je ne peux pas l'aider et la guider pour aller vers son non-dit et ce qu'elle a dans son inconscient qu'il faut qu'elle doit libérer et qu'elle doit exprimer. Oui, c'est ça. La symbolique est assez présente quelque part pour le sein, par exemple, hein, maternité, etc., le couple en général, Protection. protection. Alors c'est vrai que ça, c'est très global, mais comme vous dites, vous pouvez pas émettre un avis médical, on va dire, sur quelque chose qu'on vous donne comme ça, parce qu'il y a plusieurs, justement, grilles de lecture, il y a plusieurs éléments, plusieurs détails à vous fournir, et c'est là aussi tout votre travail, toutes ces années d'études, et que vous étudiez encore certainement, parce que voilà, une étude n'est jamais quelque part complétée, sinon ça se saurait, enfin, entre guillemets. Ça- Mmh. euh, ou ça se saura pas peut-être justement parce que on veut pas qu'on sache, on ne nous dit pas tout comme je dis toujours. Mais c'est vrai que voilà, donc c'est vraiment, il est important aussi de prendre conscience de ça, que les personnes qui vont vous consulter, bah, pourquoi pas après cette interview, si elles ne vous connaissez pas, on y arrivera, ne pensent pas non plus pouvoir, disons, avoir des miracles si elles vous disent pas tout ce qui se passe en tout cas. Donc voilà, c'est très important d'aller dans le fond du sujet, j'ai envie de dire, hein. Alors, c'est vrai que vous évoquez également un collègue à vous, enfin un confrère en tout cas, qui prend cette méthode. Est-ce qu'il vous arrive justement d'avoir des personnes autour de vous, des confrères qui eh bien, commencent à s'intéresser à cette pratique? Parce que je pense qu'on éviterait énormément de catastrophes et médicales et psychologiques, et notamment eh bien, comme ce pauvre petit enfant de 11 ans qui est mort noyé. Je pense qu'on pourrait éviter beaucoup de choses comme ça. Est-ce que vous pensez que la médecine commence un petit peu à s'ouvrir actuellement, ou alors ça devient, ou c'est vraiment très très très. Oui. La médecine, peut-être pas, mais enfin, il y a quand même déjà des médecins qui sont portés à l'écoute, hein, et qui s'intéressent et sont heureux d'avoir une clé de lecture et qu'on peut leur enseigner. Donc, c'est pas très long, hein. Une fois que vous prenez les résultats, ce qui est long, c'est de faire l'étude pour avoir 1, 2, 3, 10, 20, 30 patients, etc., dans la même série, parce que je dois avoir des résultats fiables, scientifiques, c'est-à-dire du 100%. Hein. Et donc c'est les gens qui sont déjà en train d'écouter. Donc, on a plutôt, entre guillemets, la faveur des thérapeutes que des médecins. Je sais que mes amis, ils ont un cancer, ils me demandent pas mon avis, hein. Ils ont des malades que je pourrais aider et guérir en un quart d'heure ou une demi-heure. Jamais ils m'en ont adressé parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'ils vont faire comme autre métier? C'est ça le problème, c'est que ça remet complètement en question le, la stratégie. Et voilà. Et il faut savoir quand même, ça c'est une notion qui est pas bien connue. On a perdu La Fontaine là, que les chercheurs, en fait, les chercheurs, ce sont pas des trouveurs. C'est-à-dire que les chercheurs, ce sont des gens qui ont peur de la nouveauté quelque part. Et il faut donc que leur recherche et leur trouvaille se fassent à partir de la réalité. Enfin, ça n'en éloigne pas. Et c'est pour ça que maintenant, on en est arrivé à se contenter des statistiques qui ne veulent rien dire sur le plan scientifique. Hein. Et quand on fait des statistiques, c'est plus du 100%. Hein. Mais on a fait des facteurs de risque la cause des maladies, ce qui est une absurdité. Hein. J'aime bien raconter l'histoire d'une étude qui a été faite pour le cancer du larynx. Donc, en principe, en France, 2% des cancers de l'homme. Et on dit que c'est l'alcoolisme et le tabagisme qui font le lit des cancers du larynx. Et il y a un monsieur qui a fait ses études dans un milieu particulier, justement pour voir le rôle, évaluer le rôle de l'environnement. Et il a trouvé 4 fois plus de cancers chez les religieuses cloîtrées. On sait bien qu'elles sont avec leurs bouteilles et leurs cigares à longueur de journée dans les cloîtres. Hein, c'est un petit peu la boutade, mais quelque part,
Donc effectivement, bon, peut-être ça a un peu évolué, mais le rôle de la mère supérieure qui ordonne, entre guillemets, si je ne le supporte pas en tant que simple religieuse et obligée d'obéir, hein, j'ai fait des vœux d'obéissance, effectivement, je ne vais me réveiller que lorsque on aura élu une autre supérieure ou que la supérieure sera décédée. Et c'est à ce moment-là que je vais déclencher mon cancer du larynx. Mais effectivement, donc, le tabac n'a rien à voir dans ces cancers. C'est simplement la notion d'un terrain particulier. Hein. Mais les non-fumeurs font autant de cancers quand ils sont dans les mêmes situations psychologiques. Oui, d'autant plus quand même qu'en tant que non-fumeur, je respirerais, en tout cas dans les cafés avant, ou dans les lieux publics, ou chez les amis, je respirais quand même pas mal de fumée des autres, hein, donc Mm. ce qui est beaucoup plus dangereux quelque part, puisqu'on le sait, la fumée que l'on tire à la cigarette et celle qu'on respire est beaucoup plus dangereuse. Alors c'est vrai qu'on peut quand même pas Elle est nier tout, beaucoup plus dangereuse. Pourquoi? Quel est le danger? mais en tout cas c'est une fumée qui est, pour ma part, alors c'est une colle que vous me posez, c'est une fumée que les fumeurs, les vrais fumeurs, hein, qui avalent la fumée et qui la rejettent ensuite, ils la Mm. rejettent, il y a déjà eu une transformation de cette fumée, je pense. Mm. Euh, Enfin, moi, c'est ce que j'ai toujours entendu dire. Alors, dites-moi Voilà. si je me trompe. Eh bien, il y a la même étude a été refaite deux fois. C'était publié dans le British Medical Journal, hein, BMJ. Et donc, on a vu que les gens qui crapotaient, hein, par rapport aux gens qui fumaient très profondément, n'avaient pas le même risque de cancer. Et ce sont les gens qui avalent très profondément la fumée qui font 50 fois moins de cancer que ceux qui crapotent. D'accord. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire que moins on a de contact avec le tabac, plus on risque de faire de cancer. Quelque part, c'est parce qu'il y a un rejet à ce Non, point. absolument Non? pas. Là, Non? on est. Oui? Pourquoi? Parce que le tabac n'a jamais donné de cancer. C'est un D'accord. facteur de risque. Un D'accord. Donc, c'est vraiment le terrain. un facteur de risque n'est jamais la cause. Hein. Et donc, tous ces médecins qui vous parlent des facteurs de risque comme cause de telle ou telle pathologie, ils le savent bien, je l'espère, parce que sinon, après, ils n'ont rien à faire en médecine s'ils ne savent pas ce que c'est qu'un facteur de risque. Hein. Mais c'est un abus de langage parce que pour cacher leur ignorance. Hein. Mais autrement, effectivement, à partir du moment où on a trouvé la cause, c'est du 100%. Vous appuyez sur votre bouton électrique, la lumière s'allume ou s'éteint, hein, mais c'est du 100%. Bon, il peut y avoir des pannes, mais on va pas. Hein, c'est du 100%. Et pour qu'il y ait cause, il faut qu'il y ait toujours l'effet. Hein. Donc, je commence à fumer près d'un nourrisson, il doit faire son cancer aussitôt, si c'est vrai. Hein. Et donc, ça n'est pas le cas, bien sûr. Et s'il y a l'effet, il doit y avoir la cause. Et moi, la cause, je la trouve au niveau du non-dit et de la culpabilité. Hein. Et là, je le trouve dans 100% des cas. Et quand il s'agit d'une cuisse qui est douloureuse ou engourdie, je vais trouver un chien dans tous les cas, une première fois au déclenchant, et puis l'histoire qui a sensibilisé quelque temps. Hein. Et ça, c'est du 100%. Alors, je donne le droit aux gens de me contredire, simplement s'ils ont fait le même travail que moi. Hein. Il suffit de choisir n'importe quelle pathologie, hein, et puis de faire le travail, et ils vont être obligés d'être, bon, s'ils ont l'âme d'écouter les gens, hein, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne sont pas faciles et qui ne font pas facilement leur confidence, mais effectivement, on a du 100%, c'est vraiment du scientifique ce que je dis. Hein. C'est pas une croyance du docteur Thomas Lamotte. Mais en fait, globalement, on peut quand même dire que justement le tabagisme, alors c'est vrai que c'est pas le sujet, mais le tabagisme l'alimentaire, en tout cas la pollution, il y a un siècle n'existait pas. Jeanne Calment, c'est vrai que quand on a entendu, voilà, qui est décédé à je ne sais plus quel âge, plus de 100 ans, fumait, buvait, voilà, alors pas à outrance, mais en tout cas, elle se privait pas. Peut-être était-elle plus franche avec elle, du coup, hein, il y avait peut-être moins de non-dits, je pense qu'elle avait un sacré caractère. Je ne sais pas, en tout cas, il y a quand même une évolution, disons, au niveau de l'alimentaire. On peut quand même pas nier tous ces poisons qui existent, disons, dans notre alimentation, dans le tabac. Donc, quelque part, oui, d'un côté, il peut y avoir ces facteurs-là, mais donc,
vous restez, disons, avec cette idée que finalement, ça dépend de nous, quelque part. De notre intériorité, oui, absolument. D'accord, d'accord. Absolument. Pour les gens qui ne sont pas convaincus, je raconte l'histoire des jésuites Mhm. d'Hiroshima. Hein. Oui. Ce sont des jésuites qui étaient sous l'impact de la bombe, c'est-à-dire exactement à 8 maisons de distance. Hein, donc c'était vraiment sous l'impact de la bombe. Et ces 8 jésuites, 30 ans après, ils étaient toujours en bonne santé. Ah, ça veut dire que la bombe atomique ne fait rien aux gens qui n'ont pas le conflit. Hein. Et effectivement, c'était des jésuites qui étaient d'origine européenne, donc ils n'avaient rien à voir avec le conflit entre les Américains et les Japonais. Et donc, ils n'ont rien eu, aucun effet de la bombe atomique, ni effet de souffle, ni radiation, etc. Hein. On a cherché des explications tant et plus s'ils étaient protégés. À part la prière, on n'a pas trouvé grand-chose. Donc, ce qui quelque part, disons, confirme un petit peu donc cette thèse justement du crapoteur avec la fumée, pour revenir toujours avec ce Hum. sujet-là. Celui qui crapote, finalement, c'est celui qui a déjà peur de fumer quelque part. Oui. Il veut socialement, disons, être comme les autres. Hein, Hum. disons, voilà, j'ai ma cigarette, je suis comme tous les autres. Et puis finalement, mais j'avale pas la fumée parce que je sais que c'est dangereux. Mais du coup, comme il y a disons, ce rejet, cette peur, voilà, là on y est dans le mot, cette peur d'être malade, ben finalement on l'accueille, la maladie. On est, Oui, enfin, c'est c'est un peu certainement simplement dit, hein. compris, hein. Oui, Là, oui, oui, oui. je vous sens très, très cartésien. Ah non, non, pas du tout, justement, non, non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, je suis très, très Non, ouvert à... non. Oui, oui. Quand est-ce qu'un cancer bronchopulmonaire banal va arriver? C'est lorsque la raison de la dispute disparaît. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui était séparé de son père, enfin, puisque les parents étaient séparés, il ne devait voir son enfant que très rarement, et la mère essayait de couper le lien complètement entre le père et le fils. Et donc, il y a une violente bagarre quand le gamin a 9 ou 10 ans. Hein. Et la cause de la dispute, donc, c'est ce fils. Le cancer va arriver au moment où le fils, sans donner de raison, coupe la relation avec son père. Voilà. Un autre exemple, c'est un ouvrier qui se fait casser la gueule entre 25 et 30 ans à l'usine. Hein. Donc la dispute, la violente, et il va en garder un mauvais souvenir, il va pas en parler, il n'était pas fier parce qu'il aurait bien voulu casser la gueule à l'autre, mais il ne pouvait pas quelque part. Et donc c'est à 67 ans qu'il va lire dans le journal que celui avec qui il s'est battu à l'usine vient de mourir. La cause de la dispute est disparue. Hein, comme c'est lui qui avait lancé la bagarre, eh bien il va faire son cancer bronchopulmonaire du côté gauche. Et donc, ça va mettre quelques semaines à apparaître. Voilà. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec le tabac. Et cette histoire-là, je vais la retrouver dans 100% des cas. Tout dépend des types de cancer. Hein, c'est la même chose, il y a plusieurs types de cancer. Mais donc, quand je tiens une cause psychologique, je vais la retrouver non pas dans 55% des cas, etc. Non, j'ai du 100%. Et donc, il faut que je retrouve, je sais ce que je dois entendre, enfin, dans quel domaine je dois entendre quelque chose lorsque j'entends. Et inversement, lorsqu'on me dit, quelqu'un vient me voir avec un dossier, une IRM, et me dit, j'ai une tumeur dans la tête, on m'a dit qu'on voulait m'opérer et que c'était pas forcément guérissable, même si c'est pas une grosse tumeur. J'écoute la personne et j'ai dit, madame, puisqu'il s'agissait dans ma tête que je prends l'exemple d'une femme, madame, l'histoire que vous venez de me raconter n'est pas celle d'une tumeur, vous n'avez pas de tumeur, j'en suis sûr. Et donc, attendez 6 mois, vous faites un scanner de contrôle, il n'y a même pas besoin de refaire une IRM, et vous allez voir, votre image aura complètement disparu dans le cerveau. Et effectivement, 6 mois plus tard, il n'y a strictement rien, puisque l'histoire n'était pas celle d'une tumeur, il n'y aura pas de tumeur. Donc, vous voyez, c'est pas de la certitude, c'est pas ma théorie, c'est mes constatations et mon expérience qui font que je vérifie tout le temps. Hein. Et c'est Claude Bernard qui disait déjà en 1850 que les médecins étaient devenus fous de s'appuyer sur des statistiques. Mais on a besoin des statistiques, ça permet de tricher et ça permet de faire vendre des médicaments notamment.
Et oui, malheureusement, oui. Et ça, encore une fois, c'est un nouveau paradigme. Et comme vous dites, c'est une remise en question, excusez-moi, totale de, et ben finalement, de notre condition humaine, décidément. Alors cette trachée, justement, docteur, j'ai une petite question à vous poser puisque je suis, je suis à la bonne adresse. Qu'est-ce que Ouais. vous pensez? Bon, là, on laisse tourner, hein, je m'excuse auprès des auditeurs. Ouais. Je prends une petite cuillère de miel, très bon pour la santé. Du miel non industriel, si possible. On y arrivera. Qu'est-ce que vous pensez d'une trachée, par exemple? Parce que c'est vrai que... Eh bien, Alors, je dirais que vous avez été obligé de vous soumettre, hein, donc, oui, mais je ne sais pas avec qui c'était, oui, bien sûr, d'accord. Oui, hein, on va pas faire la confession maintenant. bien sûr, bien sûr. Voilà. Non, mais c'est un peu ça, tout à fait, absolument. En ce moment, décidément. Voilà, c'est du grand naturel, là, pour le coup. Je ne coupe rien parce que... Je m'excuse auprès du docteur parce que... Vous Non. n'êtes pas obligé... Je pense que vous en avez déjà vu d'autres. Oui, non, non, Euh, il suffit de penser à ce que vous n'avez pas raconté à propos de cette soumission, oui, c'est ça. et votre tout va s'arrêter instantanément, hein. Ah, mais je suis certain qu'après l'émission, ça va aller beaucoup mieux parce que, effectivement, je sais que c'est un sujet sans doute peut-être sensible pour moi en tout cas. Pourtant, là, c'est ce que je disais hors antenne au docteur Thomas Lamotte, c'est que là, grâce à ma femme notamment et grâce à plein d'autres histoires, je revois complètement la médecine sous un autre angle et c'est très très bien comme ça parce qu'il est temps de prendre justement un petit peu d'être maître de son corps et de son esprit. Bon, là, j'espère que j'y arriverai. Pour le coup, si c'est un peu trop long, je prendrai de l'eau. Euh, Docteur, on arrive tout doucement justement à la fin de la vidéo, de cette interview, de cette causerie. Euh, alors, c'est vrai que, comme je le disais, il ne faut pas aller vivre forcément 7 ans au Tibet. Il ne faut pas forcément vivre caché pour être heureux. Qu'est-ce que... Alors, je sais que c'est un peu compliqué, c'est pas un conseil que je vous demande, parce qu'en plus, encore de ça, euh, euh, tout humain n'est pas identique, heureusement. Mais qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement déjà se dire Hmm. en temps normal pour éviter d'être peut-être malade? Bien, donc effectivement, éviter de malade, c'est difficile puisqu'on reçoit des émotions, des souvenirs d'émotions de nos parents, de nos grands-parents, etc., dont on n'a pas conscience du tout. Et puis, on ne se souvient pas ce qui s'est passé dans le ventre de maman ou quand on avait nos premières années. Donc, c'est très difficile. Par contre, ce dont il faut se rendre compte au fil du temps, c'est que la seule vraie pollution qui dérange l'homme et qui dérange notre univers, c'est la pollution des inconscients. C'est-à-dire que là, d'inconscient à inconscient, on se transmet des choses vont nous faire des comportations symboliques qui sont des choses répréhensible aux yeux de la loi, on va dire, hein. Donc c'est vraiment cette prise de conscience. Moi, je suis là pour ça. Effectivement, avoir dans sa tête que c'est nous qui rendons malade notre corps, mais qui rendons malade aussi les autres autour de nous, et donc que la bonne solution, c'est de faire de la prévention en étant aussi vrai que possible, en ne cachant pas les choses pour par peur de la honte, on va dire, hein. Bien sûr, allons-y. Qu'est-ce qu'on écoute? Eh ben, j'ai écouté quelqu'un qui a eu du mal à me raconter, une femme qui a eu du mal à me raconter, qu'à la sortie d'une boîte de nuit, elle a eu un rapport sexuel alors qu'elle avait ses règles. Bon, donc faut déjà le faire, d'avoir envie d'avoir une relation sexuelle et en plus de choisir le moment de ses règles. Effectivement, c'est des confidences qui vont jusque-là qu'il faut que j'entende. Donc, à ce moment-là, je sais que si la confidence correspond à la pathologie, je sais que ça va guérir, ça va lâcher, hein. Mais il y a des maladies des douleurs guérissent instantanément, mais des pathologies, une tumeur enfin un goitre thyroïdien va pouvoir mettre
des mois et des années, et il est venu progressivement, et c'est pas facile comme tissu pour se résorber, donc ça m'étonne pas s'il y a un gros boîte, hein, quelque chose qui a déjà la taille de 2 ou 3 oranges, mais plusieurs mois ou plusieurs années pour régresser. Donc, faut pas me faire dire que c'est toujours la guérison immédiate et instantanée, ce qui serait ridicule. Il faut que la résorption se fasse. Je rappelle les 4 semaines pour que les dents puissent se déplacer sur la mâchoire d'Émilie. Oui, oui, c'est ça, voilà. On n'est quand même pas encore à l'école des miracles, malheureusement, en quelque part. Mais c'est vrai que voilà, c'est tout un processus, finalement neuronal, hein, puisque c'est quand même votre, votre spécialité, la neurologie, je le répète. Et donc tout ça est un travail finalement et interne et externe. Et puis en venant vous voir, docteur, en venant voir éventuellement d'autres thérapeutes qui eux ont adopté, disons, ben, cette, cette façon de penser, parce que c'est voilà, cette façon de penser, et puis c'est surtout voilà, cette étude aussi. Ce n'est pas qu'une façon de penser, c'est ça qui est très important. Et donc voilà. Alors c'est vrai qu'on peut. Alors, on va terminer donc cette vidéo tout doucement, petit à petit. C'est vrai que c'est très intéressant, on pourra encore en parler pendant des heures, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors c'est vrai que de toute façon, je vais rediriger de toute façon les personnes après avec des liens dans la description de la vidéo, en dessous de la vidéo. Vous avez déjà été notamment interviewé par Pierre Jovanovic, qui a l'habitude d'écrire des livres aux mêmes éditions, Le Jardin des Livres, donc je le répète, hein. Donc ce bouquin que vous m'avez fait envoyer, docteur, très important, c'est une grosse brique. Je redirige aussi les personnes qui ne vous connaissent pas du tout, peut-être à lire, ou à relire en tout cas, votre premier bouquin en 2008. Et si la maladie n'était pas un hasard, finalement ils sont assez complémentaires, hein, docteur, on peut dire. Oui, disons que la démarche pour comprendre la maladie était beaucoup moins explicitée, ne serait-ce que parce que il y a eu des progrès énormes faits en 8 ans qu'il y a entre les deux livres, hein, et donc l'un ne va pas raconter la même chose que l'autre, même si c'est le même sujet. Voilà, ouais. Alors, docteur, dites-moi tout. Comment est-ce que... Alors, je suppose que votre cabinet, ou du moins, vous devez être occupé assez souvent, parce que maintenant, effectivement, les gens ont envie, eh bien, de guérir un peu plus rapidement qu'en prenant des médicaments pendant 30, 40, 50 ans, s'ils y arrivent en tout cas. Et je pense que voilà, le plus important, c'est de pouvoir, disons, eh bien, pourquoi pas avoir des thérapies brèves, hein, comme je dis souvent, les comprendre aussi également, parce que je suppose que malgré les méthodes et les études que vous avez faites, il y a encore des patients qui sont malades. Alors ça, c'est très important peut-être à dire aussi. Est-ce qu'il est possible qu'une personne vous revienne, justement, comme vous l'avez dit au salon, 10 ans après, 15 ans après, écoutez, docteur, je suis toujours malade malgré ce que vous m'avez dit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que c'est la personne qui n'a pas compris votre message? Absolument pas. C'est que la culpabilité qu'elle m'a racontée qui n'était pas la bonne, hein. Et vous avez des gens, là, je vous ai raconté l'histoire de la femme et de ses règles, etc. Eh bien, c'est une femme que je connais, que j'ai écoutée déjà 4, 5 fois, et ça n'est qu'à la 5e fois qu'elle me fait cette confidence, hein. Donc, on n'est pas prêt à lâcher, hein, ce qu'on n'a jamais voulu dire à personne, hein, mais c'est pourtant ça qu'il faut lâcher. Donc voilà, ça c'est vraiment le mot de la fin, j'ai presque envie de dire. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, avec les autres. Et puis, si on vient vous consulter, docteur, en tout cas, être le plus honnête, alors le plus ouvert possible, en tout cas, voilà. Docteur Thierry Lamotte ne mord pas. Je pense que c'est quelqu'un de très humble, quelqu'un qui a envie de guérir les gens, quelqu'un qui a envie aussi de faire passer un message. C'est pour ça que je vous ai invité, parce que je trouvais ça très important, cette question justement de maladie, de non-dit. Il est très important de prendre conscience de tout ça. Et comme je le disais, ben, y a d'autres ouvrages qui en parlent, mais ici, voilà, il s'agit d'un neurologue, ce n'est pas rien, qui a fait des études sur
sur des milliers de cas. Et voilà, donc de toute façon, ben, encore une fois, je suppose que vous en voyez encore tous les jours. Et de toute façon, votre travail évolue encore également. Alors dites-moi comment est-ce qu'on peut vous contacter éventuellement, comment ça se passe? Dites-moi. Ben, il n'y a rien d'organisé puisque je suis à la retraite. Donc, effectivement, il y a des gens malins qui trouvent mon adresse quelquefois. Mais c'est vrai que, bon, ben, c'est un peu le bouche à oreille qui fait qu'on sait où je suis et je me déplace. Et donc, les personnes qui ont vraiment besoin, je vais prendre le temps de les écouter, oui. Mais je peux pas donner une adresse où on puisse me joindre, puisque c'est des milliers de gens qui voudraient un rendez-vous, donc je ne pourrais pas suffire, hein. D'accord. Mais donc je suppose que, encore une fois, alors comme vous avez... euh, alors je suppose qu'il y a d'autres thérapeutes donc... est-ce que Voilà. c'est quoi? C'est une méthode qui n'est pas de toute façon protégée, entre guillemets. Bien sûr que non, mais Bah non, voilà, voilà. puisque ce sera la médecine de demain, on fera toujours la médecine actuelle pour faire un diagnostic très précis, mais des gens qui veulent écouter, on n'est pas forcément doué pour ça, hein. Et donc, c'est ce qui me touche beaucoup en ce moment, c'est qu'effectivement, ça commence à diffuser. Et j'ai des gens qui m'écrivent ou qui m'envoient un mail en disant voilà ce que j'ai osé faire raconter l'avortement d'une maman à sa fille. Hein, et puis c'est le petit-fils qui guérit de son strabisme, par exemple, pour prendre un cas récent. Hein, donc vous voyez sur le transgénérationnel, bon, des gens qui ont compris que c'était important de faire raconter l'intimité et pour aider à la guérison. Et ça n'a rien à voir avec une rémission que la plupart des autres thérapies obtiennent, parce que ce ne sont pas des guérisons dans la mesure où il n'y a pas eu l'aveu, il n'y a pas de guérison, hein, mais ce sont des rémissions parce que la symbolique de la thérapie est bonne. Donc, qui dit rémission dit rechute possible. Tandis que quand vous avez vraiment cerné une maladie et que la culpabilité a été vraiment parfaitement explicitée, la guérison est définitive, ça ne reviendra jamais. D'accord. Donc c'est vrai, c'est important à comprendre. C'est au fond la guérison de soi-même, c'est aussi la guérison des autres qui sont autour de nous. Absolument. Qu'elles soient, alors comment je dirais, que ce soit des personnes de votre famille ou des personnes dans votre entourage qui n'ont pas de lien de sang, Mmh. et voir nos enfants, justement, comme vous l'avez aussi cité dans l'exemple, c'est très important ça. Si on pouvait déjà prendre conscience que nous avons un pouvoir énorme de guérison, mais aussi d'autodestruction, ben, alors, j'espère pas hein, pour l'autodestruction, mais voilà, ça nous arrive un petit peu à tous, et j'espère vraiment que les gens vont commencer à s'ouvrir eh bien, à ce nouveau paradigme du médical, du monde médical, qui pour ma part est déjà un monde qui est en train un petit peu de s'écrouler petit à petit. Je l'espère en tout cas, ça c'est un espoir personnel. Docteur, merci infiniment d'avoir passé du temps avec moi. Je ne suis pas venu vous voir pour rien, j'avais justement une trachéite, donc voilà, j'espère qu'elle va être guérie, je vous en tiendrai pas compte, bien entendu, ça c'est à moi à régler ça. Bien entendu, c'était juste la petite boutade. En Voilà, tout cas, voilà. merci. Il y a juste le point d'orientation et puis après, vous voyez. Voilà. Voilà. Merci d'avoir vraiment passé du temps avec nous. Merci. Et franchement, nous vous souhaitons, au nom des auditeurs et moi-même, une bonne continuation dans vos recherches, parce que je pense qu'elles continuent encore et elles évoluent et c'est formidable. Voilà, j'espère qu'il y aura eh bien, demain, comme vous dites, un peu plus de médecins comme vous qui commenceront à comprendre tout cela. Je pense que ce sont des choses qu'on sait depuis très longtemps, mais qu'on a cachées depuis peu. Voilà. Donc merci infiniment, docteur. Encore une fois, je vous remercie. Beaucoup de merci et à tout bientôt, peut-être. Eh bien, pourquoi pas dans un salon, dans une autre interview. Qui sait, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. C'est entendu. Voilà, merci, au revoir. Mes amitiés à votre femme aussi. Au revoir.